Le balado numéro 1 de la diversité reçoit les 5 ténors des partis fédéraux. Une émission spéciale. Faites votre choix. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors, nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce spécial élection fédérale 2021, nous avons l'immense plaisir de rencontrer les ténors au niveau de la politique fédérale. Dans le cadre de cette série, nous avons l'immense plaisir de rencontrer dans un premier temps, messieurs, dames, il est député de Laurier-Sainte-Marie, il est également au conseil privé de la Reine, oui, comme ministre du patrimoine, messieurs, dames. On l'a connu comme grand environnementaliste. Il est connu à travers la francophonie. C'est avec une grande joie que nous recevons Monsieur le ministre, l'honorable Stephen Guilbeault, messieurs, dames. Bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de Coconut Podcast. Écoutez, tout l'honneur est pour nous que de vous recevoir à l'émission. Très, très, très heureux d'être ici. Écoutez, en début d'entrevue, on prend le temps de s'enquérir un peu de comment vont nos élus. Alors, comment ça va, monsieur le ministre? Va très, très bien. C'est ma deuxième campagne électorale, donc je sais un peu plus à quoi m'attendre. Pratiquement la même équipe de bénévoles que la dernière fois, donc une équipe du Tonnerre avec qui on a remporté une belle victoire dans Laurier-Sainte-Marie. À la différence de 2019, je joue un rôle peut-être un peu plus important au niveau national, ayant été effectivement ministre pendant 2 ans. Donc je donne un coup de main à certains candidats et candidates au Québec et un peu à l'extérieur du Québec également. Mais je dois quand même... Je sais que c'est très cliché, là, mais en politique, s'il y a un secteur où on ne doit jamais rien prendre pour acquis, c'est certainement en politique. Alors, beaucoup d'énergie investie quand même dans la circonscription. On sait que vous êtes un homme d'action, mais on se doit également de prendre le temps de dire merci à monsieur l'honorable Justin, le très honorable monsieur Justin Trudeau, notre premier ministre, car il ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais il nous a envoyé, alors là, l'un de ses ténors au Québec. Écoutez, de l'ATUC au conseil privé de la Reine, avant de débuter l'entrevue, pour rentrer dans le plat principal. Oui, exactement. Vos parents, quelle a été la fierté de vos parents, monsieur le ministre? Vous voir accéder au conseil des ministres. Je viens d'une famille modeste. Mon père était boucher. Ma mère était à la maison jusqu'à le milieu de mon adolescence. Avant que j'aille à l'université, une seule personne dans la famille était allée à l'université, l'un de mes oncles qui a été missionnaire. Okay. Alors, donc, ça a été... mes parents, ma mère est décédée il y a un peu plus d'1 an, mais elle a pu, lorsqu'il y a eu la cérémonie d'assermentation après l'élection, elle était là, elle a pu faire la visite du Parlement, ça l'avait beaucoup, beaucoup touché, et mon père est également très fier. Incroyable. On est content de savoir que vous avez l'appui de la famille, bien sûr. On vous a connu au Québec. Alors là, dans un premier temps, vous militiez avec Greenpeace, entre autres. Vous avez fondé Équiterre. Cofondé avec d'autres. Quand même, tout un exploit. Plusieurs distinctions au niveau national et international pour votre implication dans cette question qui nous est si chère, l'environnement. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous êtes ministre du patrimoine, mais on va quand même en profiter pour vous adresser certaines questions qui a trait à l'environnement.
aujourd'hui, on constate que nous vivons les changements climatiques, admare usque admare, d'un océan à l'autre, nos forêts en Colombie-Britannique qui brûlent, nous voyons que la qualité du fleuve, entre autres, bon, on se doit de prendre soin de celui-ci. Nous avons certaines cibles que nous devons atteindre, n'est-ce pas? Nous avons également certains achats qui ont été faits et qu'on se sert de cet argent aujourd'hui, ce que dit notre Premier ministre, M. Trudeau, pour pouvoir accompagner cette transition énergétique. Moi, j'aimerais vous entendre, Monsieur le ministre, au niveau de l'environnement. Le bilan que vous dressez du dernier mandat qui était celui du gouvernement fédéral, on vous écoute là-dessus. Sur la question environnementale et particulièrement sur la question des changements climatiques, je suis le premier à dire qu'on doit en faire plus. Et quand je dis on, c'est tout le monde. Certainement au niveau canadien, l'ensemble des provinces canadiennes, mais aussi l'ensemble des pays de la planète. Certainement les grands émetteurs. On pense aux pays de l'OCDE, on pense à la Chine, à l'Inde, beaucoup les pays de G20, effectivement. Cela étant, nous avons été un gouvernement très, très progressiste en matière environnementale au cours des 2 dernières années. Nous avons annoncé un nouveau plan de lutte au changement climatique en décembre 2020, plan que Greenpeace a salué comme étant un plan sérieux avec des mesures ambitieuses. Et quiconque connaît bien Greenpeace, c'est que l'organisation n'a pas le compliment facile. Ils ont la critique beaucoup plus facile et c'est leur rôle pour avoir été à Greenpeace pendant 10 ans. C'est le rôle qu'ils jouent dans notre société. Par exemple, nous faisons présentement des investissements historiques en transport collectif. Il n'y a jamais eu autant d'investissements en transport collectif au Canada que depuis que nous sommes arrivés. 300 projets présentement en construction, différents projets de transport collectif partout au pays. L'empreinte carbone, elle est réduite de par ses... entre autres, en fait, également. Elle ne l'est pas encore puisque les projets sont en construction, mais pour 300 de ces projets-là, la construction est commencée. Il y a 1000 projets de plus qui ont été approuvés, mais dont la construction n'a pas commencé, donc 1300 au total. Des investissements records dans l'électrification des transports. À la fin de l'année prochaine, il y aura plus de 17 000 bornes de recharge publiques partout au Canada. Donc, c'est beaucoup plus qu'il y a de stations d'essence, par exemple. Nous aidons également les gens qui en ont besoin à pouvoir acheter un véhicule électrique. Avant l'arrivée de notre gouvernement en 2015, nous n'avions protégé que 2% de nos océans et de nos espaces côtiers. Or, de 2015 à aujourd'hui, nous sommes presque à 19%. Donc, beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la protection du territoire également. Je pourrais continuer là, mais ici, on sent que certaines critiques vont vous dire, oui, vous avez fait de grands efforts au niveau de la question, sur la question environnementale, mais tout de même, vous avez acquis cet oléoduc Trans Mountain. Qu'avez-vous à répondre à ces gens? Vous dites que vous utilisez cet argent afin de faire cette transition énergétique, mais vous subventionnez tout de même cette industrie. On apprenait très récemment que ces subventions, elles ne vont pas être reconduites au-delà de 2023 et non pas 2025. On aimerait vous entendre dans ce qui a trait à Trans Mountain. Qu'allez-vous en faire par la suite, sachant qu'il y a quand même des communautés des Premières Nations qui s'appuient sur cet oléoduc pour un peu se développer au niveau économique? On vous écoute. Parlons de la question des subventions aux combustibles fossiles. C'est vrai que, et j'accepte cette critique-là, le Canada subventionne encore les combustibles fossiles. Nous sommes un grand pays producteurs de pétrole et de gaz naturel. Alors, ce que nous avons proposé, c'est d'opérer une transition. Il faut être capable de réduire notre pollution, il faut être capable de transformer notre tissu industriel, mais sans laisser tomber des centaines de milliers de travailleurs et de communautés qui dépendent de ces secteurs-là. Alors, il faut réduire notre appui et les subventions aux combustibles fossiles. Et lorsqu'on regarde concrètement dans les chiffres, depuis 2018, elles ont diminué de près de 3 milliards de dollars par année. C'était, oui, voilà.
Mais il y en a encore, et c'est tout à fait vrai. Ce qui est aussi vrai, c'est que pour la première fois dans l'histoire du pays, nous investissons maintenant 2 fois plus dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables, dans le transport collectif et dans l'économie verte que dans les combustibles fossiles. C'est la première fois dans l'histoire du pays, qu'on appelle le Canada, que ça arrive. Alors, je pense qu'il faut être réaliste sur ces questions-là. Ceux et celles qui vous disent « nous, on va régler ça en claquant des doigts du jour au lendemain, on va tout transformer », c'est faux. La tâche est immense. On veut transformer l'ensemble de notre système de transport, le tissu industriel de notre pays, comment on construit et rénove nos bâtiments. Mais le gouvernement va-t-il rester propriétaire de l'oléoduc? Non, le gouvernement s'est engagé à le vendre une fois qu'il serait construit. Vous avez raison, il y a plusieurs communautés autochtones avec lesquelles le gouvernement est en négociation présentement qui voudraient se porter acquéreurs du pipeline. Bon. Et moi, je pense que ma position sur le pipeline est bien connue. Je suis pas un fan de pipeline. Cela étant, ce n'est pas parce qu'on construit un pipeline que la pollution climatique va nécessairement augmenter. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un scénario où la production diminue, mais il va rester encore de la production de pétrole au Canada pendant un bon bout de temps, et les compagnies pourraient décider de faire transiter leur pétrole par le pipeline plutôt que par les trains, qui est une méthode en fait, d'un simple point de vue économique, le train coûte 3 fois plus cher que le pipeline. Donc, pour les entreprises, c'est plus intéressant. Mais et le train passe également aux abords des communautés. Il y a des enjeux, effectivement. On a des voies ferrées qui passent à travers plusieurs de nos communautés à travers le pays, ce qui est beaucoup moins le cas avec les pipelines. Mais je pense que ce qu'il faut aussi regarder, c'est que depuis 2019, il n'y a eu aucune approbation de grands projets d'hydrocarbures par le gouvernement fédéral. Que ce soit une nouvelle mine de sable bitumineux, un nouveau projet de gaz naturel liquéfié, une nouvelle mine de charbon, aucun depuis 2019. Alors, le pipeline a été acheté avant 2019, oui. Mais depuis 2019, je pense que c'est important que les gens prennent le temps de regarder notre bilan à ce niveau-là. Superbe. Vous vous présentez comme le gouvernement, l'équipe du développement durable. Qu'avez-vous dans le programme libéral en cette matière? Les jeunes s'y intéressent énormément pour pouvoir leur léguer un pays qui respecte les normes environnementales. On vous écoute, l'abolition de certains types de plastique, entre autres. On vous écoute, Monsieur le ministre. Alors, outre la question du climat dont nous avons déjà parlé et transport collectif, je pense que ce à quoi nous avons commencé à nous attaquer, c'est toute la question de la surconsommation, de l'obsolescence. Donc, dans notre plateforme, l'un des engagements que nous prenons, un gouvernement libéral réélu, mettrait en place le principe du droit à la réparation. Pour les appareils, les électroménagers, par exemple, les appareils électroniques, on voit au cours de la dernière décennie et demie cette tendance des fabricants à mettre des produits qui ont une durée de vie très limitée. Et ensuite, on veut le faire réparer, c'est très compliqué, ça coûte cher. Les pièces ne sont pas disponibles. Donc, nous forcerions les entreprises à garder des inventaires de pièces pour que le frigo, la cuisinière puissent être réparés pendant des années après l'achat. C'est une façon de lutter contre la surconsommation, contre l'obsolescence. Et je pense que nous jetons les bases, je suis pas en train de dire qu'on a tout fait là, mais nous jetons les bases de ce principe-là de l'économie circulaire. Donc, une économie où il n'y aura plus de déchets. De pertes. Cette idée-là qu'on va prendre quelque chose, qu'on va l'utiliser pendant 5 minutes ou 5 jours ou 5 ans et après ça, on va enfouir ça quelque part. Vous êtes un adepte de cette idéologie zéro déchet. Est-ce que vous pensez à un certain moment au Canada? Est-ce le souhait de Monsieur le ministre? Je parlais déjà de ça dans le premier livre que j'ai publié en 2012. Okay. Alors, c'est pas nouveau pour moi de m'intéresser à cette question-là. Et je pense que, comme je le disais, nous jetons les bases présentement de ce qui permettrait de faire du Canada l'une des sociétés qui se dirige vers ça. Superbe. Écoutez, nous venons de couvrir le volet environnement, développement durable. Maintenant, nous rentrons dans ce second volet. Le volet économique, post-Covid, la relance post-pandémie. Ouais. On parlait d'environnement, transition énergétique.
Est-ce que le gouvernement libéral y a pensé? C'est peut-être le bon moment pour amener certains de nos travailleurs vers des industries plus vertes. Qu'avez-vous un peu dans les planches pour cet aspect? On vous écoute. Ben, certainement, en termes de la relance, ce sur quoi nous travaillons depuis presque le tout début de la COVID, c'est à cette idée d'une relance verte et équitable. Okay. Alors, on a déjà parlé du volet vert beaucoup. Sur le volet équitable, bon, je pense que d'abord, je suis fier d'avoir fait partie d'un gouvernement qui a choisi d'aider la population, d'aider les organisations, je pense aux organisations communautaires notamment, et d'aider les entreprises à passer à travers la pandémie. Certains nous reprochent aujourd'hui d'avoir trop dépensé et... Oui, parce qu'il y a quand même peut-être une dette qui aura à être remboursée, honorée par des générations à venir, mais quand même, vous vous assurez de maintenir le système qu'on a aujourd'hui via la PCU, PCRU. Ça a vraiment aidé tangiblement les travailleuses et travailleurs. En fait, à un certain moment de la pandémie, le gouvernement fédéral supportait plus de 9 millions de personnes. Un travailleur sur 4 au pays. Et le raisonnement était très simple. Si ce n'était l'État qui prenait sur ses épaules le fardeau de cette crise, ben on aurait eu un taux record de faillite personnelle, des gens qui auraient perdu leur maison, des entreprises. Là, oui, voilà. Et est-ce que ceux qui condamnent notre action très très interventionniste et très progressiste ne dit jamais, c'est que la pauvreté, ça coûte très cher. D'un point de vue social, d'un point de vue de santé mentale, mais d'un point de vue économique, des gens pauvres, ce ne sont pas des gens qui vont aller au restaurant, qui vont aller voir une pièce de théâtre, un spectacle, au cinéma. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que... social également. Oui. Ces aides-là ont maintenu le pacte qui nous lie entre Canadiennes et Canadiens, là. On a quand même traversé ça avec une certaine paix d'esprit. On n'a pas vu ici, bon, on voit une minorité d'anti-vaccins et tout ça, mais la population en général s'en est plutôt bien sortie de par cette intervention-là de l'État. Et si c'était à refaire, on le referait. Et oui, il y a une dette qui s'accompagne de ça, mais on a quand même reçu notre cote AAA de Standard & Poor's. Plusieurs compagnies de cotation. Pourquoi? Ben parce que notre situation fiscale et financière était enviable avant la pandémie. Oui, nous avons dépensé beaucoup, mais la plupart des gouvernements de la planète ont fait ça. Le Canada a peut-être été plus généreux, certainement l'un des plus généreux, mais notre situation fiscale, comparativement aux autres, demeure encore très avantageuse. D'où le fait que les entreprises internationales ont maintenu notre code 3A. Alors, malgré ça, malgré les dépenses importantes, la situation financière du Canada est encore très bonne. Nous avons encore une très grande marge de manœuvre. Et ce qu'on propose, c'est de continuer... À écouter le discours de certains, je pense au Bloc québécois qui voudrait qu'on abolisse la PCRE ou le Parti conservateur qui voudrait couper dans plusieurs mesures, mais ne nous dit jamais lesquelles. C'est pas fini la pandémie. Parce que vous avez chiffré notre plateforme. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est quand même... Nous sommes le seul parti à l'avoir fait. Et non seulement nous l'avons chiffré, mais nous l'avons soumis au directeur parlementaire du budget, qui est un acteur indépendant, neutre, et qui fait ce genre d'analyse-là. Mais ce que ces gens-là ne nous disent pas ou ne semblent ne pas comprendre, c'est que la pandémie n'est pas finie pour tout le monde. Oui, dans certains secteurs, on est en relance, ça va bien, ça va mieux, mais certainement pas au niveau du tourisme, certainement pas au niveau des arts et de la culture, certainement pas au niveau du secteur de l'aviation et du secteur de l'aérospatial. Alors, l'État doit continuer de jouer ce rôle-là, de supporter ces secteurs-là, jusqu'à ce que nous soyons vraiment sortis de la pandémie. On parle d'une 4e vague. Présentement, on voit que dans certaines provinces, ça va pas très bien. En Colombie, les variants. Au Brésil, oui, voilà. Alors, nous pensons que le gouvernement doit continuer d'aider,
Peut-être moins qu'on le fait, certainement, mais il y a des secteurs qui ont encore besoin d'aide, il y a des gens qui ont encore besoin d'aide. Nous allons continuer d'être là pour eux. Superbe. La relance économique, dernière question sur cet aspect. La relance économique passe également par une réouverture de la frontière. Aujourd'hui, on sent que c'est au compte-gouttes que ça passe. C'est fait pour protéger les Canadiennes et Canadiens, certes, mais il y a beaucoup de nos entreprises, PME, entre autres, qui en souffrent. Les produits, même au niveau, même on veut acheter une voiture électrique, hybride. Aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est plus lent. J'aimerais vous entendre au niveau de la frontière canado-américaine. Est-ce que celle-ci va être complètement ouverte d'ici décembre? On vous écoute, Monsieur le ministre. C'est une excellente question. Et je pense que on voit présentement qu'il y a un certain débat international sur la question de la vaccination et la reconnaissance par différents pays de différents vaccins ou de différentes méthodes vaccinales. C'est pas tout le monde, par exemple, comme nous l'avons fait au Québec, qui a mélangé les vaccins. Alors moi, j'ai eu donc vacciné deux fois, mais de deux vaccins différents. Ce n'est pas reconnu partout. Alors, je pense qu'au cours des prochains mois, ce à quoi on va assister, c'est à un effort de diplomatie internationale, exactement. Probablement que ça se fera à travers l'Organisation mondiale de la santé, où on va trouver des terrains d'entente, des équivalences pour que l'on puisse recommencer à ouvrir nos frontières les uns aux autres, parce qu'on voit effectivement qu'il y a encore beaucoup de réticences de part et d'autre. Nous avons ouvert notre frontière aux Américains, mais ils n'ont pas encore ouvert la leur pour nous. On voit qu'au niveau de l'Europe, c'est à géométrie variable. Alors, je pense que tant que cette question-là de la reconnaissance mutuelle des vaccins ne sera pas réglée, la question des frontières va demeurer un enjeu. Maintenant, Monsieur le ministre, on passe au troisième volet, l'avant-dernier, qui porte sur le logement social. On sait qu'à Montréal, vous-même, vous êtes en plein, pas trop loin du centre-ville, plateau Mont-Royal. Vous connaissez très bien Montréal, entre autres. On a une crise du prix du logement. On va aux îles de la Madeleine. Nous avons carrément une crise du logement. Qu'a notre gouvernement au niveau fédéral pour aider les citoyennes et citoyens en cette matière? C'est effectivement un enjeu très important et je dirais certainement dans ma circonscription, l'un des enjeux prioritaires. C'est certainement l'une des choses dont les gens nous parlent le plus, certainement avec celle des changements climatiques. Notre gouvernement a mis de l'avant la première stratégie nationale du logement. Nous n'avions jamais eu de stratégie nationale du logement qui s'accompagne d'investissements de 40 milliards de dollars d'ici 2030. Certains disent oui, mais ça va pas très vite. C'est vrai que ça a été un peu lent à décoller, notamment parce qu'il fallait négocier avec les provinces pour la mise en œuvre de cette stratégie-là. Dans le cas il y a eu un retard aussi qu'on a dû un peu rattraper. Dans le cas du Québec, l'entente, nous avons mis 2 ans à signer une entente, alors que nous avions signé une entente avec les autres provinces en l'espace de quelques mois. Donc, ça a été très compliqué avec le Québec. C'est 2 ans de retard de mise en œuvre. Là, je pense que nous sommes en mode rattrapage. On a vu au cours des derniers mois qu'il y a eu plusieurs annonces avec différentes municipalités, Montréal notamment, mais d'autres municipalités au Québec et ailleurs au Canada. L'une des initiatives qui est très populaire, c'est l'initiative canadienne pour le logement rapide, ce qu'on appelle l'ICRL. Seulement dans Laurier-Sainte-Marie, c'est 10 projets de logements sociaux qui sont en construction présentement. Alors, on parle pas de construction qui va commencer là dans 6 mois, dans 1 an, là, mais des projets déjà en construction. Il y a d'autres annonces qui s'en viennent à ce niveau-là. Alors, il y a toute la question du logement social, du logement coopératif. Je suis moi-même fondateur d'une coopérative d'habitation. Alors, c'est un domaine que je connais quand même assez bien. Il y a toute la question aussi je pense qu'il y a 2 autres enjeux très importants. La spéculation. L'accès à la propriété. Bien sûr. C'était le 3e point. Oui. Mais bon, on peut le passer maintenant. Donc, nous avons pris un certain nombre d'engagements pour faciliter l'accès à la propriété.
à travers différents mécanismes financiers, notamment pour les jeunes, faciliter l'accès à du capital pour pouvoir acheter. Au lieu de 5 000, maintenant c'est 10 000 $ pour l'accès à une première propriété, entre autres, un crédit d'impôt, des montants facilitants, c'est ça, l'accès à la propriété, notamment à travers la SCHL. Nous voulons également, un des enjeux, puis ça touche beaucoup la question de la spéculation, c'est le manque de transparence. Donc, deux choses sur la spéculation. D'abord, nous allons mettre en place un moratoire de 2 ans sur les investisseurs étrangers et le domaine de l'immobilier. Dans l'Ouest canadien, je pense qu'il y a certaines provinces qui avaient mis certaines mesures pour un peu freiner que... On a vu certaines taxes, effectivement, provinciales. Voilà. On le voit, c'est un problème. Beaucoup d'investisseurs, notamment asiatiques, mais aussi européens, qui ne résident pas, qui résident des fois même pas dans les logements. Ah ben presque exclusivement pour de la spéculation. Oui, effectivement. Donc, un moratoire de 2 ans en place là-dessus, mais aussi de forcer à ce qu'il y ait plus de transparence dans le marché. Donc, maintenant, lorsque un gouvernement libéral réélu mettra en place un mécanisme pour que les gens intéressés à acheter une maison puissent savoir quel a été le dernier prix de vente de cette maison-là. Alors, pour qu'on soit en mesure de voir, est-ce que le nouveau propriétaire demande un prix exagéré? Est-ce qu'il y a une spéculation exagérée également à ce niveau-là? Nous avons fait plusieurs propositions dans le cadre de la campagne sur la question du logement. C'est vraiment une priorité pour nous. Nous sommes le gouvernement... Il y a eu un désinvestissement du gouvernement fédéral au cours des dernières décennies. Nous avons commencé à corriger la situation depuis 2015, mais là aussi, comme en changement climatique, il reste encore beaucoup de travail à faire. Superbe. Et pour terminer, Monsieur le ministre, vous êtes vous-même ministre du patrimoine. On sait que au niveau de la culture, le milieu de la culture, ça n'a pas été facile, surtout au Québec. Nos producteurs au niveau cinématographique, également, certains des plateaux de tournage ont dû mettre pause sur leurs activités. On aimerait vous entendre. On sait qu'il y a eu un accord très récent avec Netflix, entre autres, mais nous, on aimerait vous entendre, Monsieur le ministre. Vous avez travaillé sur certains projets de loi également, C10, vous corrigez. Aujourd'hui, la législature qui était la vôtre est terminée, mais au niveau de la culture, quel a été le bilan du gouvernement libéral? On vous écoute. Je pense que là aussi, nous avons été un gouvernement très à l'écoute des besoins du secteur. Le dernier budget fédéral, le budget 2021, est un budget historique en matière d'investissement en agriculture. C'est de loin, c'est presque un budget 3 fois supérieur au budget le plus important qui précédait. Donc, un effort très important pour la simple et bonne raison que c'est un secteur qui a été et qui est encore dans bien des cas très affecté par la pandémie. Donc, nous avons fourni près de 7 milliards de dollars d'aide directe et indirecte au secteur des arts et de la culture, que ce soit en subvention salariale, subvention loyer, aide directe aux organisations, aux entreprises, théâtres, musées, salles de spectacle, et supporter également directement les artistes. Nous avons, et je peux vous citer le directeur général du REMI, qui est le rassemblement des grands événements au Québec, qui, lors de la présentation du dernier budget, a avoué publiquement avoir versé une larme de joie, tellement les mesures étaient importantes pour supporter le secteur. Mais non content d'arrêter là, j'ai aussi déposé un projet de loi pour forcer les géants du web à faire leur juste part en matière d'investissement culturel. Ce projet de loi-là n'a pas été adopté par le Sénat, il a été adopté par la Chambre des communes, mais pas par le Sénat. Et dans la plateforme que nous avons déposée, nous nous engageons dans les 100 premiers jours d'une réélection d'un gouvernement libéral à redéposer ce projet de loi-là et à le faire adopter, tout comme nous voulons forcer les géants du web à payer leur juste part pour les médias.
Google, Facebook font des milliards, des centaines, des dizaines, des centaines de milliards de dollars, notamment en utilisant le matériel des médias au Canada, en Europe, aux États-Unis, sans compenser les médias de façon adéquate. Un journal écrit un article, eux, ils le relaient, mais il n'y a pas une redevance qui est faite nécessairement. Ou quand il y en a, on peut vraiment parler de miettes. De miettes. Et c'est l'expression que certains représentants de médias canadiens avec qui j'ai discuté de ça, c'est l'expression qu'ils utilisent. Alors, nous voulons faire ça, mais il y a une chose que j'ai compris assez rapidement, c'est que s'attaquer à Google, à Netflix, à Facebook, ce ne serait pas facile, ce qui n'est pas une raison de ne pas le faire, mais j'ai rapidement proposé à différents pays de travailler ensemble là-dessus, donc de créer une espèce de coalition. On sait qu'il y a l'Australie, entre autres, exactement. qui a travaillé en ce sens. Et peu de temps après, on a senti votre gouvernement embarqué dans la chose. En fait, nous avions déjà, avant que l'Australie annonce son intention de mettre en place son mécanisme sur les médias, nous avions déjà commencé à travailler sur le nôtre, mais ils ont pris de l'avance. Mais avant même que tout ça commence, nous, on avait déposé notre projet de loi sur le volet culturel, mais rapidement, moi, j'ai proposé donc au ministère du Patrimoine, ben, pourquoi on ne travaillerait pas avec certains pays. Donc, l'Australie, l'Allemagne, la France, la Finlande, et parce que le Canada a cette réputation-là à l'international d'être un pays qui collabore au niveau international, qui croit au multilatéralisme et qui est un bon partenaire, ben, tout de suite, ils ont accepté. On sent que ça débloque, là, en quelque sorte. Et vous avez parlé de l'Australie et Facebook. Facebook a notamment coupé les ponts avec l'Australie pendant quelques jours quand l'Australie a déposé son projet de règlement. Finalement, Facebook est revenu sur sa décision. Et j'ai beaucoup discuté avec le ministre australien à ce moment-là. Le premier ministre du Canada a discuté avec son homologue australien. Mais est-ce que Facebook pourrait boycotter à la fois l'Australie et l'Allemagne et la France et le Canada? Voilà. Et j'ai des conversations... Poser la question, c'est y répondre. Et j'ai des conversations avec plusieurs autres représentants de pays dans le monde. D'ailleurs, c'est l'un des thèmes que nous avons proposé lors de la rencontre du G20. Et un thème qui a fait partie de la déclaration. Donc, les pays du G20 veulent travailler ensemble sur cette question-là, et tout ça à l'initiative du Canada. Superbe. Et pour terminer, on sait que vous avez été décoré pour votre apport à la langue française. Vous êtes un francophile, aujourd'hui ministre du Patrimoine. Est-ce que vous gardez toujours en tête la considération du fait français dans les décisions qui sont les vôtres et également au Conseil des ministres à Ottawa? On vous écoute, Monsieur le ministre, pour terminer. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis un fier francophone et le projet de loi C10 vise notamment à ce que, dans le cas du Québec, c'est 300 millions supplémentaires à chaque année qui seraient investis pour faire la promotion des histoires québécoises à la télé, au cinéma, dans la musique. Notamment, ma collègue, la ministre Joly, a déposé un nouveau projet de loi pour moderniser la loi sur les langues officielles. Super. Donc, nous sommes le premier gouvernement fédéral à reconnaître que le français est menacé dans un contexte nord-américain et que nous devons mettre en place des mécanismes pour supporter, pour protéger cette langue-là. Monsieur le ministre, écoutez, la francophonie vous écoute aussi loin qu'à Bamako, mais surtout, vos commettantes et commettants, les citoyennes et citoyens canadiens nous écoutent. Écoutez à Mashteuiach, vous écoutez également à Odanak, mais à Hamilton, et pour ne pas dire à Moncton. Puis on est à Montréal surtout. Alors, vous vous adressez à eux. Les 15 prochaines secondes sont les vôtres. Et également, vos remerciements, Monsieur le ministre. Ben, je vous remercie, vous, de m'avoir donné ce privilège qu'on puisse partager ces 20 quelques minutes ensemble pour pouvoir discuter. Et à vous, ben, je vous dis, moment très important, le 20 septembre, c'est l'heure des choix. Nous vous proposons de continuer d'avancer dans la lutte au changement climatique, d'avancer dans un Canada plus juste et plus équitable. Alors, c'est le choix qui s'offre à vous le 20 septembre. Merci.
Alors, monsieur le ministre, en toute fin d'entrevue, Coconut Podcast a eu ce privilège de faire le tour un peu de la nation et on a appris dans différentes langues de nos frères et sœurs des Premières Nations. Dans un premier temps, les Inuits nous disent Chinash Kumitin. Chinash Kumitin. Ouais. Nos frères et sœurs algonquins nous disent Miigwech. Miigwech. Nous avons dans la région de Montréal, eh bien, ils nous disent Niawen. Ou Nakumik pour nos amis Inuits. Inuit, excellent. Ouais, le monsieur le ministre est là. Ensuite, on a été dans le centre du Québec. On a rencontré nos frères et sœurs Abénaki. Ils nous disent Oleone. Ah, je le connaissais pas, celui-là. Oh, écoutez, puis également, on s'est rendu dans la région de la capitale nationale. Nos frères et sœurs Huron-Wendat, ils nous disent Teawek. Teawek. Alors, monsieur le ministre, on sait que vous êtes très proche également de la communauté haïtienne avec monsieur le premier ministre Justin Trudeau. Alors, on vous dit dans la langue de Toussaint, l'ouverture, on va vous dire un bon merci, en pile. Et puis, lâchez pas, faites du bon travail. Et puis, le 20 septembre, il faut que les gens aillent voter. Il faut qu'ils fassent leur choix. Exact. Messieurs, dames, oui, nous étions avec le ministre du patrimoine. Il est au conseil privé de la reine. Il s'entretient assez souvent avec monsieur Justin Trudeau. Ils travaillent ensemble avec les autres ministres, monsieur Garneau, madame Joly. On vous invite à suivre monsieur Guilbeault sur Twitter, entre autres, comme j'aime bien le dire. Nous étions dans le cadre de ces grandes entrevues portant sur les élections fédérales à Coconut Podcast. Alors, on vous dit, suivez-nous, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast pour une autre entrevue avec une personnalité ténor des élections fédérales. Sur ce, on vous dit, Niawen, Nakumik, merci, au revoir!